Voilà, nous allons donc continuer, oui, continuer, puisqu'il est déjà 17h20. Je pense que nous avons avec nous François Bergeron. Il est directeur de la Corporation communautaire Centre-Sud. Restez là à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Alors donc, avec nous, Monsieur François Bergeron, directeur de la Corporation communautaire Centre-Sud. Comment ça va, Monsieur Bergeron? Ça va très bien, Monsieur Pierre. Merci de l'invitation. Oui. Alors, on parle d'une situation dans le village qui se dégénère. À dire, on voit la misère humaine in vivo, au grand jour. Les gens ne se cachent plus là pour se piquer dans la rue. C'est vraiment extrêmement difficile de vivre ça quand on a connu le village il y a quelques années, pas vrai? Oui, c'est sûr et certain que la situation actuelle tend, tend à se maintenir parce qu'elle s'est dégradée de façon très soutenue lors de la pandémie avec des grandes concentrations de population qui vivaient des grandes difficultés. La situation perdure depuis maintenant 3 ans. On nous demande de dire notre perspective pour l'été prochain, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une approche sur les enjeux systémiques. La situation ne s'améliorera pas nécessairement. J'ai parlé dans une autre entrevue des enjeux au métro Baudry où des gens s'injectaient. Si vous prenez le métro de Montréal, je peux vous nommer 7-8 stations de métro où il y a des attroupements, où il y a des gens qui dorment directement sur les bancs. C'est une situation qui est grave dans le village, dans le centre-ville de Montréal, mais on voit aussi sur l'ensemble du territoire montréalais que des personnes en situation d'itinérance commencent aussi à être aperçues ou à fréquenter des arrondissements ou des quartiers de Montréal qui, historiquement, ces gens-là n'étaient pas là. Tu sais, la semaine dernière, j'étais avec une collègue qui me parlait qu'à Pointe-aux-Trembles, on commence à voir des personnes en situation d'itinérance ou même des campements apparaître. Les beaux jours vont arriver, ces gens-là vont probablement se multiplier. Puis la source de ça, c'est l'accumulation des crises sur crises Ouais. à laquelle la population est confrontée. En parlant d'itinérants, est-ce qu'il y aurait deux types d'itinérants? Les itinérants, comment je dirais, qui sont forcés par les crises, justement, crise du logement. Entre autres, on a présenté dans le journal quelqu'un qui entamait sa deuxième année d'itinérant, tout simplement parce qu'il a été éjecté, il n'avait plus d'appartement, et voilà. Mais deuxième type d'itinérants, ces gens-là qui sont souvent des malades mentaux, qui ont des difficultés à ce niveau-là et qui s'injectent vraiment. Est-ce qu'il y a deux types d'itinérants à Montréal? Non, je pense pas qu'il y a deux types d'itinérants. Je pense que qu'est-ce qui amène une personne vers l'itinérance, c'est des facteurs multiples. Oui, il y a des enjeux de santé mentale qu'on voit. Une des crises à laquelle on est confronté, c'est la crise des opioïdes qui font en sorte que des situations, des gens en parfaite santé mentale vont dégénérer, tomber en psychose ou des choses comme ça. La crise du logement est majeure et fondamentale. Les gens n'ont plus les moyens d'avoir accès à des logements décents pour se loger leur famille. Donc, sur les personnes en itinérance, on voit de plus en plus de personnes
qui travaillent, il y a des gens qui étudient, qui se retrouvent dans des situations d'itinérance. Le chemin pour se rendre est souvent complexe. On a juste à voir la vague aussi des demandeurs d'asile qui sont arrivés dans les dernières années, qui sont venus mettre de la pression sur un écosystème. Je pense que la réponse la réponse qu'on devrait mettre de l'avant, c'est de dire où sont les services pour ces personnes-là, autant au niveau du logement, autant au niveau des enjeux de santé mentale, prévention de la toxicomanie, puis autant aussi à comment on accueille les gens qui viennent dans notre pays pour trouver une sécurité, mais comment on les accueille dignement comme un pays riche, un pays du Nord qui est riche. Alors, si on reste sur la toxicomanie, est-ce que il y a quelque chose à faire? Parce que je me dis, peut-être à tort, là, que lorsqu'on accommode les gens qui sont des familiers qui s'adonnent à la toxicomanie, mais on ne fait absolument rien pour les sevrer de la toxicomanie. Au contraire, ces gens-là, on va les voir toujours à se faire piquer à l'extérieur même. Je trouve qu'on est, oui, bon avec ces gens-là parce on ne fait pas le sevrage du jour au lendemain, mais à les accommoder trop facilement, est-ce que ça changera? Parce que on a l'impression de voir ces situations-là plus régulièrement par rapport à il y a quelques années seulement. Oui, je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est de s'assurer que les personnes qui vivent des dépendances ne se retrouvent pas isolées, justement. Parce que c'était grâce à un réseau autour de ces personnes-là qu'on va être capable, justement, d'aller les rechercher et de les rentrer dans une dynamique, soit de désintoxication, je m'excuse, ou d'autres approches curatives. Mais il faut que ces gens-là ne soient pas isolés. Donc, quand on met en place un service de travailleurs de rue qui font des échanges de seringues, oui, c'est sûr, c'est pour assurer une certaine norme de santé publique, mais la relation avec l'intervenant va permettre à terme à ces personnes-là de trouver des alternatives à leur dépendance. Donc, le grand enjeu pour nous, c'est de dire comment on fait pour travailler auprès de ces personnes-là, mais ne pas les isoler non plus encore plus parce qu'ils vont être encore plus durs à aller chercher pour ramener dans le droit chemin ou un chemin plus normal. Mais c'est vraiment la base. Puis plus on en voit, plus comme communauté, on se désensibilise face à ça. Mon intervention en disant que le métro Baudry était une piquerie, c'était plus un cri du cœur d'une personne qui se dit c'est absolument pas normal que cette situation-là ait lieu, mais c'est pas des gens qui sont des malfaiteurs nécessairement, c'est des gens qui ont des besoins. Il faut trouver comme société, comme communauté, une façon des sortir un peu de ou de leur donner le coup de main pour pouvoir sortir. Et moi, ce que je vois souvent, malheureusement, c'est ce que je constate, où il y a beaucoup plus de l'aide à garder ces gens-là, à ce qu'ils ne soient pas, comme vous dites, isolés. Donc, qu'on leur donne les accommodations nécessaires pour continuer leur pratique, que justement, à les amener à se sortir de la dépendance. Mais J'ai cette impression-là. Est-ce que je me oui, trompe? j'ai l'impression que c'est très, très complexe, hein, puis c'est un enjeu d'accès aux services de santé. Si les personnes ont pas, tu sais, vous le savez, puis chacun des citoyens qui nous écoutent le savent, avoir accès à un médecin de famille, c'est un C'est un enjeu luxe. que tout le monde vit. Hmm. Donc, une personne dans une situation de toxicomanie qui est désorganisée, comment elle peut avoir accès à ces soins de santé-là? Puis c'est la question aussi de dire comment on est capable de venir intervenir. Puis il n'y a pas une solution. Je pense que dans le cas du village, dans les dernières années, il y a une bonne dose d'intervention policière. C'était nécessaire que la police soit là. Il y a une bonne intervention aussi de la part de l'arrondissement pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait des aménagements des lieux puis qui soient plus agréables et qui favorisent la cohabitation. Je crois que les commerçants du village ont fait beaucoup d'efforts au niveau de l'acceptabilité de certaines situations.
Je pense qu'aujourd'hui aussi, la question, c'est de dire est-ce que le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, est pas un peu en retard dans ses engagements ou on ne prend pas conscience que les besoins de la population en difficulté dans le village n'est peut-être pas la même que la population qui demeure à Repentigny ou qui demeure dans une autre ville au Québec. La situation du centre-ville de Montréal et du village est une situation particulière et il faut qu'elle soit abordée de façon particulière. Quand le gouvernement du Québec dit on a investi 75 millions pour l'aide à l'itinérance et du logement d'urgence, bien, c'est 75 millions sur l'ensemble du Québec. Et quelle est la stratégie du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les enjeux spécifiques au centre-ville? Bien, ça fait 2 ans que la mairesse Plante demande d'avoir des réponses. Ça fait 2 ans que la communauté demande d'avoir des réponses. Et ce qu'on a, c'est des engagements très sporadiques parce que c'est un peu la politique qui a pris le dessus sur ce dossier-là. Quand on voit le village qui est en fait notre centre-ville, n'est-ce pas? Ça commence autour d'Archambault et tout ça, n'est-ce pas? Et on voit, on a lancé le cri d'alarme pendant longtemps et on a même dit qu'on allait faire quelque chose et au jour le jour, ça continue la détérioration. Est-ce qu'il faudrait croire qu'un jour, on va vouloir faire comme on fait ailleurs, cacher nos itinérants que nos yeux ne sauraient voir? Bien, ça se fait de façon naturelle. Les gens sont de plus en plus désensibilisés à la détresse humaine. On est habitué de les voir, donc on réagit moins. Donc, on est plus tolérant jusqu'à un certain point. On n'est pas tolérant dans le bon sens du terme. On s'habitue de les voir, puis ça nous fait moins mal, mais la situation est hautement complexe. Puis je pense que ultimement, ça va prendre un grand rassemblement des forces vives, parce que présentement, quand la mairesse Plante a fait la démarche de stratégie autour du village, beaucoup de gens étaient là, les commerçants étaient là. Les commerçants ne veulent pas être sur une rue, ou la rue Sainte-Catherine, où il y a des gens qui s'injectent ou des choses comme ça. Là. Ils veulent pouvoir prospérer, la même chose que les citoyens veulent venir. Mais ils vont abandonner le village, là. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, où sont les services sociaux, puis de quelle façon, stratégiquement, ces services sociaux-là viennent atterrir pour la situation particulière du centre-ville. La situation particulière du centre-ville qui est hautement complexe, puis qui se complexifie, comme je vous disais, avec nos crises dans lesquelles on vit. De l'itinérance dans le centre-ville de Montréal, il y en a eu depuis longtemps. On a les grands refuges de Montréal. Certains refuges existent depuis plus de 100 ans dans le centre-ville. On prend la Old Mission Brewery. Il y avait de l'itinérance, il y avait des besoins qui existaient. Aujourd'hui, on a une accélération de ça, puis on a un désengagement de la société civile et de l'État face à ces enjeux-là. Même quelqu'un qui travaille à temps plein aujourd'hui au salaire minimum n'a pas les moyens de se payer un logement à Montréal. François Bergeron. Ça devrait être la santé. Absolument. François Bergeron, directeur de la Corporation communautaire Centre-Sud. On doit se reparler plus longuement, Monsieur Bergeron, pour essayer de sensibiliser le monde. Il faut vraiment pas qu'on devienne insensible parce qu'on les voit tellement. Et puis bon, merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.